Bonjour à tous, donc nous allons commencer. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques 365 qui est aujourd'hui dédié à SharePoint et plus précisément au Upsite. Donc dans un premier temps, nous allons nous présenter. Nous travaillons chez SmartView. Donc SmartView est une entreprise basée à Montpellier et à Paris. Nous sommes une entreprise de consultants. Nous faisons du consulting sur du SharePoint, sur de l'Atlassian, sur de l'agilité, sur de la BI. Aujourd'hui, donc, je suis Joëlle Ruel, je suis consultante Office 365 et SharePoint chez SmartView Montpellier et je suis MVP Office Développement. Aujourd'hui, avec moi, il va y avoir Damien Sell, qui est consultant Office 365, ainsi que Aïcha Kassimi, qui est consultante Office 365, et Gilles Pommier, qui est MVP Office Server and Services, qui est associé chez SmartView et consultant Office 365 et SharePoint. Je vais donc passer la main à Aïcha aujourd'hui qui va nous présenter qu'est-ce qu'un site concentrateur. Merci Joël. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis Aïcha Kassimi, consultante Office 365. Aujourd'hui, je vais vous présenter la façon dans laquelle on peut configurer un site concentrateur. Et on va savoir tout d'abord qu'est-ce qu'un site concentrateur SharePoint ou bien ce qu'on appelle en anglais les hub sites. Alors, un site concentrateur ou un hub site est une nouvelle façon d'organiser vos sites de communication ou vos sites d'équipe moderne. Alors, cette fonctionnalité, en fait, n'est actuellement disponible que pour SharePoint Online, bien que Microsoft ait indiqué qu'il envisageait d'inclure les hub sites et d'autres modèles de sites dans l'édition SharePoint 2019. Donc, on décide de configurer un site moderne en un site concentrateur. Et en fait, là, comment on va faire ça? Ça se fait en fait via des commandes PowerShell. On va voir ça après, juste après. Et une fois on configure notre site pour qu'il soit un site concentrateur, là, la deuxième étape, c'est le fait d'associer un ou plusieurs sites de communication ou d'équipe moderne à un site hub. Donc, les sites concentrateurs sont un lieu d'agrégation et d'affichage d'informations provenant de sites associés. Donc, on configure un site comme étant un site concentrateur, on associe un ou plusieurs sites modernes, soit de type communication ou des sites d'équipe à notre site concentrateur. Et là, en fait, on est en train d'assimiler cette notion-là. L'évolution des objectifs métiers et les stratégies d'équipe nécessitent aussi une évolution de vos sites et de leur contenu. Alors, les sites concentrateurs SharePoint apportent des blocs de construction flexibles et dynamiques à l'intranet de votre entreprise, en connectant bien évidemment la collaboration et la communication. En effet, l'association de sites dans un site central améliore la découverte et l'interaction avec le contenu, tout en créant une représentation complète et cohérente de vos projets ou services ou départements. Tout dépend de la façon dans laquelle votre organisation ou bien votre entreprise est organisée. Donc, il s'agit d'un espace central créant une couche de navigation globale pour les sites connectés. Donc, la question qui se pose, comment je peux configurer un site concentrateur? Tout d'abord, il faut avoir un rôle d'un administrateur du tenant Office 365 ou bien un administrateur du site SharePoint. Et pour pouvoir configurer un site hub, il faut tout d'abord commencer par télécharger et installer le SharePoint Online Management Shell. Alors, si vous avez déjà installé une version précédente du Shell, désinstallez-la puis installez la dernière version. Ensuite, vous allez saisir quelques commandes. Tout d'abord, il faut se connecter à votre collection de sites en saisissant en fait cette commande PowerShell. Et n'oubliez pas d'ajouter le -admin. Donc là, vous mettez le nom de votre collection de sites, -admin.sharepoint.com. Et là, lorsqu'on est connecté à notre collection de sites, la deuxième étape, c'est de pouvoir enregistrer votre site d'équipe ou de communication en temps
que site concentrateur, en tant qu'un hub site. Et là, ça se fait en fait à l'aide de la commande suivante. C'est une commande PowerShell aussi. Et une fois on l'exécute dans l'outillage, dans le SharePoint Online Management Shell, là on est dans le point d'enregistrer notre site comme étant un site concentrateur. En fait, rassurez-vous, on verra ça pendant la démo live juste après. Alors, on a vu comment on peut enregistrer un site comme étant un site concentrateur. Là, on va voir comment associer des sites à mon site concentrateur. Donc, je me suis connectée à ma collection de sites, j'ai enregistré mon site comme un site hub. Là, en fait, j'ai besoin d'associer mes sites à mon site concentrateur. Il y a deux façons de faire. La première, c'est une façon manuelle via l'interface de site SharePoint. Et la deuxième façon, c'est via des commandes PowerShell. En fait, via une commande PowerShell. Et puis voilà, donc pour la commande PowerShell, c'est celle-là. Add subsite association-hubsite. Là, vous mettez le lien de votre site hub. Site. Là, en fait, vous saisissez le lien du site que vous voulez associer à votre site concentrateur. Donc, on fera une petite démo juste après. Donc, pour la partie des démos, je vais vous montrer comment enregistrer votre site de communication ou votre site d'équipe en tant que site concentrateur. On va voir comment associer un site à mon site concentrateur d'une façon manuelle et on verra après comment associer à mon site concentrateur par une commande PowerShell. Donc voilà, je vais vous montrer les liens de mes sites. Voilà, donc ça c'est mon site, ça c'est un site de communication. Je veux l'enregistrer comme étant un site concentrateur. Je vais ouvrir le PowerShell. Tout d'abord, la première étape, quand je vous ai déjà expliqué, c'est la connexion à mon site, à ma collection de sites. Je vais me connecter. Là, Connect SPO Service. Et là, vous mettez le lien de votre collection de sites. Il va me demander de saisir mon adresse mail. C'est tout à fait normal pour pouvoir se connecter à la collection des sites. Voilà, donc là, je suis connectée. La deuxième étape, c'est d'enregistrer ce site comme étant un site hub. Donc, la commande nécessaire, c'est celle-là. ou hubsite et je mets le lien de mon site que je souhaite en fait le configurer comme étant un site concentrateur. Là, sur Principal, si je veux ajouter des administrateurs à mon site hub, là, je souhaite être la seule administratrice de mon site. Et puis, si vous avez d'autres administrateurs, il faut juste mettre leur nom ou bien leur adresse mail. Et puis là, donc, je pars pour vérifier si mon site management, mon site de communication est bien transformé à un site concentrateur. Donc, je vais rafraîchir la page. Et puis, vous allez me dire comment tu es sûr que ton site est bien enregistré comme étant un site concentrateur. Là, il y a en fait le petit bandeau qui se rajoute en haut. Et en fait contenant le nom de mon site et si j'ai paramétré mon site pour qu'il contient un logo, je vais voir ici le logo de mon site. Et puis dans l'engrenage, vous allez voir paramètres du site hub et non pas le paramètre du site. Donc là, si je clique dessous, j'ai la possibilité de changer en fait ou bien charger un logo pour mon site.
Donc voilà, mon site est bien transformé en site concentrateur. La troisième étape, c'est de faire associer un site, bien plusieurs sites à mon site concentrateur. Donc là, j'ai un autre site qui s'appelle Management Directif. Et là, je veux associer ce site-là à mon site hub. Donc, comment je vais faire? Euh, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a deux façons de faire, soit d'une façon manuelle ou bien d'une façon automatique. La première façon, comment je peux associer ce site manuellement à mon site concentrateur. Donc, sur l'engrenage, je clique sur Information sur le site. Et là, vous voyez qu'il y a une case Association du site Hub. Dedans, il y a toute une liste déroulante des différents sites Hub que contient notre tenant. Et là, je vais choisir le mien qui s'appelle Management. Donc, c'est celui-là. Donc, une fois je clique là et j'enregistre, mon site sera associé à mon site concentrateur. La deuxième façon de faire, c'est de passer une commande PowerShell pour pouvoir le faire automatiquement. Et la bonne commande, c'est celle-là. Add Subsite Association avec quelques paramètres. Je vais vous citer. Alors là, pour tirer HubSite, donc là, je mets l'URL ou bien le lien de mon site concentrateur. Et là, tirer site, je mets le lien du site que je veux associer à mon site concentrateur. Voilà, donc ça prend quelques instants. Normalement, mon site Management Directif est bien associé à mon site Management. On va vérifier ensemble. Alors là, je vais rafraîchir. Et vous allez voir qu'il y a le bandeau qui se rajoute aussi, portant le nom de mon site concentrateur. Donc, une fois je vois que le nom de mon site apparaisse dans le bandeau roux, je suis sûre que mon site est bien associé à mon site concentrateur. Donc, en cliquant sur Management, je vais tomber sur mon site concentrateur que j'ai configuré tout à l'heure. Donc, je veux vous mentionner quelques points par rapport à l'association des sites à votre site concentrateur. En fait, les sites associés peuvent être rattachés à un seul site concentrateur. Donc, on ne peut pas rattacher un site à plusieurs sites hub. Donc, il y a une seule association qui se fait une fois pour toutes. Et puis, un site hub ne peut pas être connecté à un autre site hub. Donc, on ne peut pas associer un site hub à un autre site hub. Ça, c'est pas possible. Et le troisième point, c'est vous gardez en tête que vous pouvez toujours détacher un site hub si vous souhaitez le joindre à un autre site concentrateur. En fait, vous pouvez toujours détacher un site de votre site hub et puis le joindre à un autre site concentrateur si vous le souhaitez dans l'avenir. Et le dernier point, en fait, pour les nouveautés que vous publiez dans les sites associés, il y a une durée de 5 à 15 minutes pour qu'elles soient indexées et visualisées dans votre site hub. Donc voilà ce que je peux vous montrer pour ma partie. Et là, je cède la parole à Joël pour qu'elle vous explique les différents usages et fonctionnalités des sites hub. Donc j'espère que c'est clair pour vous pour la partie de la configuration. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les mettre dans la partie du chat et je répondrai. Merci. Donc, je vais maintenant vous présenter les fonctionnalités et quels sont les intérêts de ces fonctionnalités dans un website. La première fonctionnalité est le thème unifié, c'est-à-dire que tous les sites qui sont associés à un website vont hériter du thème du website. En fait, comment ça se passe? Si vous associez un site à un website qui n'a pas encore de thème configuré, votre site va garder son thème natif. Cependant, une fois qu'un site est associé à un website, si vous modifiez le thème du website, alors automatiquement, le site associé en héritera. C'est une fonctionnalité qui est très utile car ça vous permet d'assurer une identité visuelle cohérente sur tous les sites associés, c'est-à-dire que de manière assez simple, tous vos utilisateurs pourront se rendre compte assez facilement qu'ils naviguent sur des sites qui appartiennent à une même société ou à une même entité de par un code couleur, de par une image de fond ou un logo. La deuxième fonctionnalité est le menu persistant. Alors, le menu persistant, c'est en fait une barre de navigation qui est présente en haut du website. C'est ce que vous a montré Aïcha à l'instant. Là, vous trouvez le logo avec le nom du site.
Et cette barre de navigation sera donc présente sur tous les sites associés. Vous pouvez la paramétrer comme bon vous semble, c'est-à-dire que évidemment vous aurez le nom du website ainsi que son logo. Et ensuite, libre à vous d'ajouter des liens qui pointent vers vos sites associés ou vers des pages spécifiques de vos sites associés, suivant les informations qui vous paraissent cohérentes pour vos utilisateurs. Donc, ce menu persistant va vous permettre d'améliorer la navigation parmi les sites associés et surtout de les rendre plus visibles. Parce que en un seul clic, vos utilisateurs auront accès à des informations qu'ils n'auraient peut-être pas trouvées autrement si vous avez un grand nombre de sites que vous avez associés à un website. Pour finir, la dernière fonctionnalité est la recherche étendue. La recherche étendue va vous permettre de rechercher dans le contenu de votre website et de tous les sites associés tout type d'informations, comme dans n'importe quelle recherche SharePoint. Donc, vous allez pouvoir rechercher des fichiers, vous allez pouvoir rechercher des bibliothèques, vous allez pouvoir rechercher des articles, des actualités. Donc, cette recherche étendue a pour but de faciliter l'accès à l'information et il est évidemment essentiel de préciser qu'elle respecte la sécurité de chaque site associé. C'est-à-dire que si vous avez un site, par exemple, vous avez des documents, vous avez une bibliothèque de documents qui ne doit être accessible, je ne sais pas, que par la RH, par exemple, si vous rattachez ce site à un website, lorsque les utilisateurs lambda, entre guillemets, vont faire des recherches, ils ne pourront pas, via la recherche du website, tomber sur des sites destinés à la RH. Si les documents sont sécurisés ou les articles sont sécurisés, ils n'apparaîtront pas pour tous les utilisateurs depuis le website. Il y a ensuite des composants de WebPart recommandés. Donc, les websites sont maintenant sortis depuis quelques mois et Microsoft a donc sorti trois principales WebPart. Je pense qu'il y en aura d'autres dans les mois à venir, mais pour l'instant, il y en a 3 qui sont recommandés et qui sont paramétrables spécialement pour les websites. La première est la WebPart d'actualité. Donc, la WebPart d'actualité va vous permettre d'agréger tout type d'actualités qui proviennent de vos sites associés et de votre website. Ça va vous permettre de centraliser l'information pour vos utilisateurs. Et à partir de votre website, vous allez pouvoir accéder à toutes les news, toutes les actualités qui proviennent de tout votre écosystème SharePoint. Il y a ensuite la WebPart de site. Donc, la WebPart de site va vous permettre d'afficher tous les sites qui sont associés à votre website. Ça peut être utile si vous voulez faire une page de répertoire de sites, par exemple, si vous voulez que vos utilisateurs voient d'un seul coup d'œil tous les sites qui sont associés à votre website, ou tout simplement pour mettre juste quelques sites en avant sur la page d'accueil si c'est des sites dont vos utilisateurs peuvent avoir besoin. Et la dernière WebPart est la WebPart de contenu mis en évidence. Donc là, vous voyez que j'ai choisi comme type de contenu des documents. Vous pouvez choisir différents types de documents. Je vais vous montrer ça juste après. Ça peut être des images, ça peut être des événements, ça peut être des articles. Et donc, vous allez choisir d'afficher à vos utilisateurs les derniers types de contenus spécifiques qui ont été publiés, que ce soit dans vos sites associés ou dans votre website. Donc, tout ça, évidemment, est toujours mis à disposition à partir du website. Ça va permettre à vos utilisateurs d'accéder facilement à des informations sans avoir à aller naviguer dans chaque site associé. Donc voilà, ça facilite l'utilisation et la plupart du temps l'adoption. Je vais vous montrer rapidement donc, les fonctionnalités dont je viens de vous parler et ensuite comment ajouter et paramétrer les WebPart qui sont recommandés pour les websites. J'ai donc créé un website ici que j'ai appelé SmartView Website. On peut voir ça comme l'intranet global de l'entreprise. Je lui ai affecté un thème particulier et j'ai ensuite créé deux sites que j'ai associés à ce website qui s'appelle Commerce MS pour Commerce Microsoft et Événement MS pour Événement Microsoft. Donc, si je me rends sur mon site Commerce MS, qui est juste ici, vous pouvez voir que le thème est le même que sur mon website. Il y a juste l'image de fond qui n'est pas prise en compte, mais le thème couleur est respecté. Le logo en haut est le même aussi avec l'adresse de mon website. Donc ça, c'est la première fonctionnalité qu'on a vue tout à l'heure. Ça permet facilement de se rendre compte qu'on navigue dans un site qui est associé à un ensemble. Ensuite, la deuxième fonctionnalité que a montré un peu Aïcha tout à l'heure et que je vais compléter, c'est la barre de navigation. C'est-à-dire qu'ici, vous avez la barre de navigation globale avec le logo du website, le nom du website qui est aussi un lien pour revenir au website et j'ai ajouté ici des liens. Donc, pour ajouter des liens, c'est très facile. Il vous suffit de cliquer sur modifier. Alors, ça met peut-être des fois un peu de temps à se charger. Voilà, les liens s'affichent sur la gauche de votre écran. Et vous pouvez ensuite cliquer sur plus pour ajouter un lien. Par exemple, je vais ajouter un lien accueil, même si j'ai déjà un lien qui existe. On ne sait jamais, ça peut servir aux utilisateurs.
J'ajoute un lien accueil, donc je mets mon URL et le nom que je souhaite voir apparaître dans le menu. Je vais déplacer mon lien vers le haut pour qu'il apparaisse en premier. Hop, je veux qu'il apparaisse tout au début, donc je le déplace vers le haut. Vous pouvez aussi définir des sous-liens, comme j'ai fait ici avec les événements MS. C'est assez facile, il suffit de cliquer sur les 3 petites icônes, ici, et de cliquer sur définir en tant que sous-lien pour les placer sous un lien parent. Donc ici, je clique sur enregistrer. Mon site va ensuite se mettre à jour avec mon lien d'accueil juste ici qui vient d'apparaître dans ma barre de navigation principale. Si je fais sur mon site Commerce MS, donc qui est un site associé à mon site hub, vous pouvez voir que pour l'instant, je n'avais pas mon lien accueil. Et si je rafraîchis ma page, le lien accueil s'affiche assez rapidement. Donc vous voyez que c'est tout automatique, vous n'avez rien à faire, vous modifiez juste votre website et ça va se répercuter sur vos sites associés. Ensuite, la troisième fonctionnalité était donc la recherche étendue. Donc tout simplement dans votre website, juste en haut, vous avez un champ de recherche ici. Si vous cliquez dessus, vous voyez que par défaut, il va me proposer de rechercher dans ce site, donc le site sur lequel je suis, et les sites associés. Donc, par exemple, si je recherche 365 Metrics, qui est un projet sur lequel on travaille en interne, et je sais qu'on a des documents là-dessus dans le site commerce, et que je clique sur recherche, vous allez voir qu'il va me présenter des résultats. Je vais avoir tout type de résultats. Je peux avoir des fichiers, des sites ou des actualités. Et vous voyez que sur chaque résultat de recherche, il me note de quel site provient l'information. Donc là, on voit que j'ai un dossier 365 Metrics sur le site Commerce MS. Évidemment, je peux accéder à cette information parce que j'ai les droits dessus. Sinon, elle n'apparaîtrait pas dans la recherche. Je vais maintenant vous montrer comment paramétrer les webparts. Vous pouvez voir que les webparts dont je vous ai parlé tout à l'heure se trouvent ici sur ma page d'accueil. On va reprendre à partir d'une page vierge pour que je vous montre rapidement comment les paramétrer. Donc ici, j'ai une page vierge qui s'appelle Home. On peut dire que c'est ma page d'accueil. Si je clique sur Modifier ici à droite, je rentre en mode édition de page. Je clique sur le petit plus pour ajouter un composant webpart et je vais chercher le composant actualité. Vous allez voir que par défaut, le composant est déjà pré-paramétré. Donc, si je clique sur modifier le composant webpart, on peut vérifier le paramétrage. Ici, on peut voir que la source d'actualité est tous les sites dans le Hubsite, donc ça me convient très bien. J'aurais pu vouloir uniquement les informations du Hubsite, donc sinon je coche uniquement ce site. Mais ici, j'ai les informations du Hubsite et de tous les sites associés. Vous pouvez ensuite choisir la disposition de vos news, si vous le souhaitez. Vous pouvez les mettre sous forme de liste, avec le nombre d'éléments affichés, ou sous forme d'article à la une. Donc ça, c'est ma webpart d'actualité. Vous pouvez voir que comme sur la recherche, vous allez avoir la news avec le nom en haut du site qui est à l'origine de cette news, donc Commerce MS ou Événement MS, ou ici, une news qui vient de mon website directement. Nous allons maintenant passer à la deuxième webpart. Donc la deuxième webpart est la webpart de site. Donc juste ici, j'ai ma webpart de site. Vous allez voir qu'elle est aussi préconfigurée. De la même manière, si je veux vérifier le paramétrage, j'ai cliqué, je ne sais pas si c'était assez zoomé, sur le petit bouton modifier le composant webpart. Et ici, j'ai encore une fois une option de sélection qui va être soit tous les sites dans le hub, donc là il va m'afficher tous les sites associés par défaut, soit je décide de sélectionner des sites si j'ai des sites spécifiques que je veux mettre à la une. Donc là, il va me montrer tous les sites associés à ce website ou après les sites fréquents si je veux sortir de ma logique website. Et vous avez évidemment d'autres types de dispositions différentes, soit pellicule, soit carte. Carte qui est conseillée quand vous avez beaucoup de sites à afficher. Et pour finir, la troisième webpart qui est la webpart de contenu mise en évidence. Hop, je reclique sur mon petit plus ici. Je cherche contenu. Contenu mis en évidence. Encore une fois, elle est pré-paramétrée avec comme type de contenu document et tous les sites associés de mon website. Et si je clique sur modifier le composant webpart, vous pouvez voir que je peux modifier la source. Donc, je peux avoir soit tous les sites dans le website, soit uniquement la collection de sites actuels, soit sélectionner des sites spécifiques. Mais comme c'est une webpart de website, par défaut, elle est paramétrée pour le website, c'est ce qui me convient très bien. Et ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez sélectionner le type de contenu que vous voulez mettre en avant. Donc, on peut avoir documents, actualité, vidéo. Moi, aujourd'hui, je vais mettre en avant les événements parce que je sais que j'ai des événements qui se trouvent dans mon site événement MS.
Et vous pouvez ensuite, si vous le souhaitez, filtrer et trier. Et évidemment, vous pouvez changer la disposition. Hop, par exemple, je vais mettre une disposition de liste parce que ça me paraît plus lisible. Si je garde la disposition de carte, vous voyez encore une fois que on nous met à disposition l'information que l'événement qui est affiché vient du site événement MS, c'est ce qui est écrit juste au-dessus du titre. Donc voilà pour le paramétrage de ce webpart, c'est assez rapide. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur publier. Et vous avez de manière assez simplifiée tout le contenu de vos sites associés qui est mis à disposition dans votre website. Comme ces webparts sont prévus pour les websites, évidemment, elles sont pré-paramétrées avec les websites. Donc, si vous n'avez pas d'envie de modification, vous pouvez juste les garder telles quelles. Et donc, c'est la première partie pour la présentation des fonctionnalités. Et je vais maintenant passer la main à Damien qui va vous parler de développement avec les websites. Bonjour à tous, donc moi je vais vous présenter les différentes API qui sont relatives au website. Alors il existe 3 API qui permettent de gérer les websites. Il existe l'API REST de SharePoint Online qui est plutôt orientée développement, et il y a 2 API qui sont les commandes-lettres PowerShell et CESOM qui sont plutôt orientées scripting et administration. Ces 3 API, bien qu'elles ont des usages différents, elles fournissent à 95% les mêmes méthodes. Ce qui diffère du coup, c'est plutôt les usages scripting ou développement. Un autre point qui est important, c'est tout comme la fonctionnalité SiteHub, qui est en version bêta, ces API sont aussi en version bêta et donc sont amenés à évoluer à court terme. Donc moi j'ai choisi de creuser un peu l'API REST, car pour moi elle couvre plus de cas d'usage que les autres et elle se limite pas du coup uniquement à l'administration. Et un autre avantage aussi de l'API REST, c'est qu'elle est utilisable dans beaucoup de langages et donc compréhensible par un plus grand nombre. Donc aujourd'hui cette API elle fournit 8 méthodes. Donc on a une méthode get qui s'appelle canCreate. Cette méthode elle retourne vrai ou faux selon si l'utilisateur peut créer ou non un website. Il faut savoir que ce droit est aujourd'hui réservé aux administrateurs du tenant. Ensuite, on a une méthode post qui s'appelle register website, qui correspond à l'enregistrement d'un site en tant que website. Ensuite, on a une autre méthode post qui est unregister website, qui est la méthode inverse de la méthode register, c'est-à-dire un website le rebasculer en site classique. Ensuite, on a une méthode join website, méthode post, qui permet d'associer un site à un website. Ensuite, on a une méthode qui est très intéressante, qui est getById, qui fonctionne à la fois en get et à la fois en post. En get, elle permet de récupérer les différentes informations qui sont associées à un website. Et en post, elle permet de mettre à jour ces informations, et notamment les droits d'accès au website. Ensuite, on a une méthode sync-upside-team qui permet de synchroniser le thème dans les différents sites associés au website. Et ensuite, on a 2 méthodes get qui sont upsites et upside-data qui permettent de récupérer des informations associées au website. Donc, getUpsites, ça permet de récupérer tous les websites du tenant avec une somme d'informations qui est un peu plus limitée par rapport à upside-data. Upside-data, c'est de manière unitaire, website par website, récupérer les informations. Et il y a notamment une information qui n'existe pas dans l'autre méthode, qui est la navigation associée au website, qui peut être intéressante à remonter. Et autre point intéressant entre ces 2 méthodes, la méthode upside va remonter tous les websites du tenant, alors que upside data, si l'utilisateur n'a pas accès au website sur lequel il fait la requête, il aura une erreur de droit d'accès. Donc maintenant, on va passer à la démonstration. Donc j'ai prévu 3 cas d'usage. Un cas d'usage qui correspond à l'extraction des données avec les méthodes de upside et upside data. Ensuite, l'enregistrement d'un site hub. Et enfin, l'association d'un site à un site hub existant. Hop. Donc j'ai pris une page SharePoint dans laquelle j'ai mis un content editor webpart. Et dans cette webpart, j'ai ajouté du coup du code JavaScript pour intégrer les méthodes REST. Donc j'ai une méthode qui permet d'afficher les site hubs, donc avec la méthode REST API UpSite.
Je suis toujours authentifié avec le form digest de SharePoint. Ensuite, pour chaque site que je vais afficher dans l'UpSite, je récupère le UpSite data du site courant. Ensuite, donc j'ai une partie enregistrée le UpSite avec la méthode register UpSite. Alors il y a un point important, c'est register UpSite, il faut être situé sur le site sur lequel on veut enregistrer le UpSite, et pour cela, il faut récupérer le contexte du site courant avec la méthode context info qui permet de récupérer le form digest value. Et enfin, la méthode pour associer le site au UpSite, c'est join UpSite. Toujours pareil, il faut se positionner sur le site que l'on veut associer au UpSite et récupérer le contexte du site que l'on veut associer. Donc, dans mon content editor webpart, j'ai créé un bouton qui permet d'afficher les UpSites. Donc, je clique dessus et j'ai les différents UpSites qui sont affichés, les différents UpSites du tenant qui sont affichés. Avec, du coup, je crée un lien vers ce UpSite, un bouton pour afficher les données du UpSite et aussi, du coup, le logo du UpSite s'il existe. Donc je récupère l'UpSite data, donc là j'ai mis dans une alerte avec la réponse JSON de la méthode UpSite data. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'informations, il y a l'ID du thème et aussi, entre autres, la navigation qui n'existe pas avec la méthode UpSite. Autre information, du coup, si j'essaie d'afficher le UpSite data d'un UpSite auquel je n'ai pas accès, donc par exemple démo UpSite, je n'y ai pas accès, voilà, j'ai une erreur, un authorize access exception, alors que pourtant j'ai bien le UpSite qui apparaît dans la liste de get UpSites. Donc ensuite, deuxième cas d'usage, je vais enregistrer un site existant en tant que UpSite. Donc j'ai créé un site qui s'appelle UpSite Damien Webinaire et qui n'est pas un UpSite puisque je n'ai pas le. Attends, je vais réfléchir. Hop. C'est un UpSite, il faut que je le désenregistre avec un register. Donc avec le unregister, je vais faire la méthode inverse de register, c'est-à-dire je vais désenregistrer un UpSite et le mettre en site classique. Donc là je fais unregister, je prends l'URL de mon site. Hop. Voilà. Oh. J'utilise la page. Hop. Voilà. Hop. J'enregistre. Donc là, je fais un register. Et maintenant, je change la méthode et je fais register. Donc là, je vois bien que mon site, du coup, mon site n'est plus un UpSite. Là, je fais un register sur mon site, j'enregistre, il enregistre avec succès, je me connecte sur le site. Je vais enregistrer. Je vais pas cliquer. C'est déjà un site hub, ok. C'est pas le même. À savoir que la transformation en UpSite, suivant les temps SharePoint, peuvent prendre un peu de temps. Voilà. Et j'ai bien mon site voilà, qui est passé en UpSite. Donc ensuite, j'ai un troisième cas d'usage, c'est associer un site existant à un UpSite. Donc j'ai un site qui s'appelle Test Damien Webinaire Associated Site. Donc si je vais dans les informations du site, je vois qu'il n'est associé à aucun UpSite. Donc là, je récupère, du coup, j'ai la liste des différents UpSites de mon tenant. Je veux l'associer au UpSite Webinaire Damien Sitehub. Et là, je copie l'URL du site que je veux associer. Voilà, je fais associer.
Voilà, site associé avec succès. Je rafraîchis mon site. Et si je vais dans les informations du site, je vois qu'il est bien associé au site hub webinaire Damien Site Hub. Et je vois aussi que dans la navigation, j'ai le site hub qui apparaît. Donc voilà les différents cas d'usage que je vous présente avec REST. Il faut savoir aussi que Microsoft fournit pas mal de documentation sur cette partie développement, notamment une vue d'ensemble de l'API REST qui est accessible sur docs.microsoft.com. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Gilles qui va vous parler de la gouvernance autour du site hub. Ok, alors. Donc nous avons vu pour l'instant 3 choses importantes. Première chose, la définition et la configuration simple de Site Hub en PowerShell avec Aisha. Ensuite, d'avoir une idée un peu plus précise de ce que vont apporter les Site Hub en termes de fonctionnalités, en termes de visuel, en termes de choses qui vont être partageables. Damien ensuite là vient de nous montrer l'utilisation en développement avec les différentes API REST qui vont être utilisables. Là maintenant on va prendre un tout petit peu de recul par rapport à ce qu'on vient de vous montrer pour essayer de comprendre où on en est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va faire avec ces fameux site hubs. Donc la première chose qui est importante, c'est est-ce que les site hubs en fait c'est une révolution dans SharePoint Online. La vie en fait qu'on avait avant les site hubs, c'était ce qu'on appelle l'architecture logique, donc la possibilité de créer autant de collections de sites que l'on souhaite et d'avoir une gestion avec certaines contraintes, c'est-à-dire la nécessité, lorsqu'on crée une collection de sites avec des sous-sites et des sous-sous-sites, donc de réfléchir à cette organisation d'architecture logique. Lorsqu'on va créer, par exemple, plusieurs collections de sites, là une deuxième avec des sous-sites et un troisième niveau de sous-sous-sites, si à un moment donné, le sous-site que vous voyez ici, sous-site 1.1, on s'aperçoit au fur et à mesure de la vie de nos SharePoint que il n'est pas placé au bon endroit et qu'il aurait dû en fait être un sous-site par rapport à la première collection de sites. La seule solution qu'on avait pour l'instant, c'était de passer par une phase de migration. Donc migration soit en PowerShell, soit avec des outils comme ShareGate, ce genre de choses qui se font, mais c'est des choses qui étaient un petit peu complexes puisque ça voulait dire qu'il faut mener une réflexion en amont sur cette organisation, au risque, si la réflexion n'est pas bien menée, de devoir passer par des étapes de migration à un moment donné pour pouvoir répondre correctement aux besoins en disant, ben non, j'ai un sous-site ici qui a été mal créé ou pas au bon endroit et j'ai besoin de déplacer ce sous-site à un autre endroit. Donc ça, c'était avant les site hubs, c'était avant les hub sites. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les hub sites? Est-ce que c'est une révolution? C'est-à-dire le besoin en fait utilisateur, c'est le suivant. Le besoin, c'est moi j'ai besoin en fait en tant qu'utilisateur de créer des sites SharePoint, donc pour les ressources humaines, pour la R&D, pour des projets, pour différents besoins. Moi j'ai besoin de créer des sites. Au départ, en tant qu'utilisateur ou en tant qu'administrateur fonctionnel, j'ai pas forcément ni l'idée ni la réflexion pour pouvoir dire pour savoir comment je vais les rattacher. Est-ce que je vais créer des collections de sites? Est-ce que je vais rattacher un site existant? Moi, mes besoins, c'est juste j'ai besoin de créer des sites. Je sens que certains vont être en lien avec d'autres, mais je veux avoir la souplesse de gérer ça un petit peu comme je veux. Et donc c'est ça en fait l'objectif de HubSite, hein, c'est donner la possibilité de dire à un moment donné, je m'aperçois que j'ai besoin de faire j'ai un métier ressources humaines qui devient important, et ben les sites sont relatifs aux ressources humaines, à un moment donné, je vais dire, je vais vouloir les rattacher, les unifier, et donc là je vais créer un HubSite à partir d'un site fédérateur des ressources humaines, et tous les sites qui vont avoir un lien, je vais les rattacher au fur et à mesure à ce site concentrateur des ressources humaines. Mais c'est quelque chose, que je vais pouvoir faire au fur et à mesure du temps dans SharePoint, et deux, je vais pouvoir à un moment donné peut-être casser un des sites ici en disant la liaison aujourd'hui c'est plus celle-là, mais j'ai besoin de le rattacher à autre chose, et il suffira pour ça que j'enlève en fait, que je dissocie l'association au site hub et que je l'associe à un autre.
Donc la souplesse, en fait, on va la gagner comme ça, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir, cette fois-ci, avoir des besoins exprimés sous forme de sites SharePoint et rattacher les sites si j'ai besoin à un moment donné avec cette notion de site hub qui va me permettre de pouvoir fédérer des thèmes, de fédérer des web parts et de fédérer de la navigation, entre autres. Donc, dans l'idée, est-ce que c'est une révolution? En fait, l'idée, c'est la suivante, c'est de dire, est-ce que, moi, en tant qu'utilisateur, mon besoin en termes métier, c'est de pouvoir organiser mes sites de manière simple. J'ai pas envie d'avoir des contraintes techniques, telles que me l'exige, en fait, la création de collections de sites avec des sous-sites. Donc, je veux quelque chose d'assez flexible. Je veux quelque chose qui me permet de pouvoir réorganiser si je le souhaite. Et évidemment, mon besoin, c'est de pouvoir avoir quand même des choses qui vont être communes, que ce soit du thème, de la navigation ou d'autres points, dès que j'ai besoin de l'utiliser. C'est-à-dire si j'ai besoin de fédérer des sites autour d'un même concept, je vais pouvoir le faire en fait avec les site hubs. Donc en fait, ce qui se détache, si on prend un peu de recul sur tout ça, ce qui se détache en fait, c'est deux stratégies différentes. Une première stratégie ancienne, old school, enfin je sais pas comment dire ça, qui est basée sur une architecture logique, avec une réflexion des collections de sites, avec toute une réflexion autour des collections de sites et des sous-sites, et d'avoir une autre stratégie aujourd'hui avec les site hubs qui est différente, c'est de dire, je vais avoir une collection de sites, enfin je vais avoir chaque besoin va être représenté par une collection de sites qui sera unique avec un site racine, et tous ces sites-là, je vais pouvoir les rattacher quand je le souhaite à un site hub quand j'ai besoin d'en définir, et je peux le détacher et rattacher à autre chose si je le souhaite, et d'avoir cette capacité-là. Cette notion de collection de sites avec un site racine unique, on la retrouve à plein d'endroits aujourd'hui dans la stratégie d'Office 365, que ce soit dans Teams, on a ce principe-là, que ce soit dans la création de groupes, on a ce principe-là. Donc l'idée d'avoir une collection de sites racine comme point de départ et de se baser là-dessus, c'est quelque chose quand même qui est une forte tendance que l'on sent globalement dans Office 365. Donc si on regarde un petit peu plus en détail cette confrontation de possibilités, donc stratégie sidecar classique versus upside, première chose à prendre en considération, c'est que lorsqu'on met en place la stratégie avec des site hubs, on a des contraintes qu'il faut bien connaître. C'est-à-dire, les contraintes, c'est par exemple, on va avoir une gestion de la sécurité à faire, puisque la sécurité ne va pas, lorsqu'on est dans une stratégie de site hub, la sécurité ne va pas hériter entre un site hub et les sites qui sont associés. Chaque site SharePoint associé à un site hub a sa propre sécurité, sa propre gestion de sécurité. Donc par exemple, la sécurité, c'est pas quelque chose qui va être commun, c'est quelque chose qu'il va falloir réfléchir pour chaque site associé à un site hub. Et puis après, on a des choses aussi classiques qu'on utilise en SharePoint, qui sont pas fédérées ni partagées. J'ai donné quelques exemples ici. Les types de contenus qu'on utilise régulièrement en SharePoint, là, on les a collection de sites par collection de sites, donc ils sont pas partagés autour des site hubs. Pareil pour les term sets. En termes de fonctionnalités qu'on va activer ou désactiver, et quand on est dans la stratégie de type upsite, les fonctionnalités seront propres à chacun des sites qui sont associés à un website, et il n'y a pas du tout de partage de fonctionnalités ou d'héritage de fonctionnalités. Et d'un autre côté, si on prend les plus, ce que nous apportent en fait les site hubs, en plus de tout ce que vous avez montré Aïcha, Joël et Damien, c'est la possibilité, par exemple, au niveau de la gestion des permissions, c'est là où on a quelque chose d'intéressant, parce que chaque collection de sites, donc chaque site associé à un site hub, aura sa propre gestion de la sécurité. Donc, au niveau gestion de sécurité et granularité, on aura quelque chose qui sera complètement isolé. Et ça peut répondre, par exemple, à une stratégie importante qui est liée à la gestion des users externes. Rappelez-vous, la gestion des users externes, en fait, se fait collection de sites par collection de sites. Donc, si on est sur une seule collection de sites avec l'ancienne stratégie où on a une collection de sites avec plein de sous-sites, la stratégie des users externes se fait, on le fait, c'est un choix unique. C'est-à-dire, on l'active ou on l'active pas. Alors que là, sur les site hubs, on peut décider d'avoir un site hub et des sites associés, et chaque site, donc qui correspond à une collection de sites, aura sa propre gestion des users externes. Donc, alors là, c'est un point aussi à voir au niveau gouvernance, c'est important, c'est-à-dire la stratégie des site hubs, donc qui fédère des collections de sites.
ça signifie aussi qu'on pourra éviter la prolifération en fait de sous-sites et d'essayer de gérer, de cadrer mieux les choses, si c'est ce qu'on souhaite. Après, aujourd'hui, nous, ce qu'on est en train de vous montrer, c'est les nouveautés, les tendances par rapport à ce qu'on sent. Après, par rapport à la réalité, on pense qu'il faudra forcément faire un mix entre tout ça et de voir un petit peu ce qui est pertinent. Alors, en termes de migration, donc, puisque là, Aïcha et Joël vous ont montré comment travailler avec des modern sites, mais évidemment, si vous avez fait du SharePoint depuis déjà un petit moment, vous avez forcément des questions sur qu'est-ce que je fais de mes vieux sites classiques. Et bien, sur les vieux sites classiques, en fait, les team sites classiques, tels qu'on le voit ici, on ne peut pas les rattacher à un website directement, à part si on est sur des pages modernes. C'est-à-dire sur les pages modernes, par exemple, si on est dans la bibliothèque de documents qu'on voit là, on aura la possibilité de pouvoir rattacher n'importe quelle page moderne, donc dans un site team site classique, on pourra rattacher les pages modernes au website. Le problème de cette stratégie, c'est que toutes les pages modernes de mon site team site classique hériteront, ou en tout cas seront associées au website, mais par contre, toutes les anciennes pages de mon team site, il n'y aura aucun effet, et il n'y aura aucun accès. Donc, on va dire que aujourd'hui, c'est une migration qui est à regarder, mais c'est évidemment incomplet aujourd'hui. Le provisioning, donc ça aussi, c'est un point qui est arrivé récemment, et c'est un point qui est important en termes de stratégie, c'est-à-dire lorsqu'on va créer des nouveaux sites, des nouvelles collections de sites, on aura la possibilité aussi de pouvoir y associer en fait du code, tel que par exemple un thème, tel que je vous montre ici. Lorsqu'on crée un site et qu'on l'associe à un site hub, on pourra lui dire, utilise en fait un thème que j'aurais défini dans mon site hub. L'effet sera le suivant: lorsque je vais créer mon site, il va créer mon site avec le modèle choisi classique, et vous voyez ici à droite, en fait, il va appliquer le code qui aura été associé en fait au site hub pour automatiquement changer le thème si c'est ce que je souhaite. Donc là, c'est un point aussi qui est important parce qu'on va pouvoir créer des nouveaux sites SharePoint, donc des sites modernes, et appliquer automatiquement un thème, du design, du rendu. Donc ça, c'est des choses qui sont en train d'arriver et d'évoluer, et c'est des choses à regarder aussi. Alors, quelques remarques quand même qui sont importantes par rapport au site hub. Notez, donc là, on vous a noté l'URL ici. Les site hub, il est important de noter qu'on est encore en phase preview. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément de date du go de Microsoft pour utiliser ça en production. Donc, vous pouvez tester, vous pouvez regarder comment ça marche, vous pouvez commencer à jouer avec. Mais aujourd'hui, si vous regardez la doc de Microsoft, toute la partie upsite est encore en preview. Au niveau des limitations, donc, on a noté plusieurs choses importantes. Donc, les site hub, on les voit pas dans l'admin centrale de SharePoint. Il faudra utiliser une commande PowerShell pour pouvoir les visualiser. On a un maximum de 50 site hub au niveau du tenant que l'on peut mettre en place, sachant que c'est une limite a priori qui va évoluer. C'est pas disponible pour les tenants multigéographie. Et après, la gestion avec les site hub nécessite quand même, vous l'avez compris, d'avoir une gestion des permissions, de la sécurité qui va être importante, puisque chaque collection de sites rattachée à un site hub va demander une gestion de sécurité spécifique. Donc, ça veut dire un point sécurité qui va être important à traiter. Alors, ce qu'on essaie de vous proposer en fait à la fin de ce webinaire, alors si jamais vous avez des questions, en fait, vous pouvez les poser dans le chat, comme je vous l'ai indiqué. Là, ce qu'on va faire en fait, c'est juste faire un petit tour d'un tour de table par rapport à tout ce qu'on nous a présenté pour vous dire vraiment en 30 secondes en fait, faire un petit bilan, est-ce que les site hub on prend pas, et d'avoir une idée en fait pourquoi. Donc on va reprendre de l'ordre de présentation. Aïcha, est-ce que tu peux nous dire un avis sur ton site hub, ton sentiment? Oui, alors personnellement, je vais tenter de tester les hub sites, essayer de les adapter aux besoins utilisateurs et puis voir au final si j'adhère complètement à la solution ou non. Voilà. Ok. Joël?
Alors, dans mon cas, je suis un peu plus réservée, c'est encore en version bêta, et c'est vrai qu'en faisant des tests, j'ai noté pas mal de latence. Moi, j'ai bossé surtout sur la partie fonctionnalité et thème, et j'ai noté quand même beaucoup de latence lorsqu'on ajoute un nouveau thème. Le temps qui se propage sur les sites associés, ça prend un peu de temps, et ce qui peut être gênant, c'est qu'en fait, ça empêche l'accès à ces sites pendant ce temps-là. Donc, le temps que le nouveau thème soit mis à jour, l'accès aux sites associés n'est plus possible. Et j'ai eu quelques petites erreurs de chargement, les pages qui ne s'affichaient pas bien, ou les sites qui n'étaient plus accessibles. Donc pour moi, c'est trop embêtant pour l'instant pour le tester complètement. Donc tant que c'est en bêta, je suis réservée, je vais attendre que ça passe à la version vraiment plus stable. Alors moi je dis oui, mais alors je dis oui parce que ça répond pour moi à un couplage fort avec une architecture par exemple Teams. Oui aussi parce que aujourd'hui les entreprises sont souvent en réorganisation et ça permet de répondre facilement aux besoins et d'éviter des grosses migrations. Par contre, je dis mais parce que c'est pas encore totalement stable euh, et c'est pas encore totalement stable et il faut non c'est bon. Ok, merci Damien. Donc, alors moi pour ma part, euh, les websites répondent à un besoin réel hein, qui est exprimé depuis longtemps avec la complexité de ce qu'on a depuis toujours avec l'architecture logique et par exemple quand on met en place des besoins transverses dans SharePoint, c'est toujours compliqué de les gérer parce que on peut pas les identifier forcément au début. Et lorsqu'on les identifie, en fait, ben, on s'aperçoit qu'on est coincé au niveau architecture. Et souvent, ça demande de jongler sur les éléments de sécurité et à la fin d'avoir une solution qui est complexe. Donc, le besoin de dire, on repense en fait les choses et on fait vraiment cette notion de association dynamique entre des sites SharePoint fédérés vers cette notion de site hub fonctionnel et de pouvoir partager des éléments fonctionnels, c'est un point qui est vraiment important, vraiment intéressant. Moi, mon avis aujourd'hui, c'est que ok, en effet, donc c'est en preview, hein, comme on l'a dit, et en effet, ça veut dire qu'il faut émettre des réserves et faire attention si vous voulez souhaiter le mettre en production. Mais moi, honnêtement, je suis pour parce que je sens personnellement que la stratégie des site hubs va dans le sens de tout ce qu'on voit sur les autres outillages Office 365, Teams, Groups, avec cette notion de collection de sites, avec uniquement un site racine et qu'il faut commencer aujourd'hui à les essayer, à regarder sur des besoins simples, voir comment ça se passe, comment on les met en place, et, et être prêt quand on aura un go officiel que les site hubs sont OK en production, pour pouvoir déjà imaginer des stratégies qui vont bien par rapport à vos besoins. Donc voilà, sur cet épisode consacré au site hub. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat. Donc il n'y en a pas. Si jamais vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à nous contacter par mail, comme vous le souhaitez, pour pouvoir poser vos questions. Le webinaire donc est enregistré, il sera envoyé à tous les participants. Voilà, et le prochain webinaire aura lieu dans 2 mois, comme on a essayé de le faire jusqu'à présent. On n'a pas encore des sujets. Si jamais vous avez des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous en faire part et on essaiera de les traiter. Voilà. Merci à tous pour votre attention et pour votre participation à ce webinaire et on espère qu'il vous aura intéressé et on espère vous retrouver au prochain. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée.